C'est ça que j'aime, chanter partout avec toi. Le jour se lève, on prend l'avion et l'on s'en va. À nous, l'Aventura, c'est la vie que je mène avec toi. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Qui relève du document. Je suis en présence de l'inénalable garable Alexandre Fier. L'inénalable. Ouais, je fais des mots valises. Ok. Bah merci. De faire des mots valises. De m'accueillir dans mon podcast. Avec plaisir. Et aujourd'hui, nouvel épisode critique, un vrai cette fois, pas un spontané hors série, rien à voir sur le documentaire. Presque rien à voir sur le documentaire, mais attention, peut-être twist. Peut-être twist. Waouh, tu spoil tout ou pas grand-chose. On sait pas. Ouais, ils ont déjà vu le titre. Ah oui, s'ils ont cliqué dessus, c'est bien, c'est préparer nos débuts. Ça bosse. Donc oui, aujourd'hui, l'Aventura de But en blanc. Sophie Le Tourneur. Bah oui, de But en blanc, c'est bon, on va pas faire 10 minutes d'intro. But en blanc et Sophie Le Tourneur. Collaboration. Oui. Donc la suite de Voyage en Italie, on n'a même pas préparé d'intro. Non. Bon bah la suite de Voyage en Italie, un film qu'on aime bien, 2 films qu'on aime bien, une réalisatrice qu'on aime bien. Oui. Et en fait, toi, tu as été invité à présenter sa masterclass lors de la nouvelle édition 2025 du VIF, Vevey International Funny Film Festival. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas parler de son dernier film, L'Aventura, avant, vu que toi, tu en as profité pour revoir une bonne partie de ses films. Tous ces films même. Tous ces films même, bravo. Et que ces films vont d'ailleurs être projetés dans l'Aventura au VIF qui commence jeudi. Demain, mercredi. Mercredi 22, effectivement. Oui, donc j'ai face à moi l'expert suisse de Sophie Le Tourneur. Bien sûr, j'ai vu tous ces films et écouté 2 masterclass, donc maintenant ça suffit pour... Non, et en plus on l'a déjà interviewé, Sophie Le Tourneur, toi et moi, il y a 2 ans à peu près. Il y a 2 ans, tout pour pile. Voyage en Italie. Exact, au Festival du Nouveau Cinéma à Montréal. Donc peut-être on peut un peu contextualiser d'abord ce film, donc l'Aventura, qui est donc, comme tu l'as dit, la suite de ce qu'elle, je crois, désigne comme une trilogie, probablement qu'il y en aura un 3e. Oui, elle disait avec Brad Pitt. Oui, elle disait sinon ça ne se fera pas. Voilà. Donc peut-être pas une trilogie finalement, qui est donc des 3 films de vacances. Probablement le 3e, je sais pas, mais en tout cas les 2 premiers sont des vacances en Italie. Dans le premier Voyage en Italie, donc elle partait, Sophie Le Tourneur, qui se fictionnalisait dans le film, racontait et vivait des vacances avec son mari, interprété par Philippe Catherine, qui était Jean-Phi. Et dans l'Aventura, c'est de nouveau des vacances en Italie, mais cette fois-ci, c'est de nouveau avec Sophie et Jean-Phi et leurs 2 enfants qui partent avec elle, qui sont donc Claudine et Raoul. Et ils partent en vacances faire le tour de la Sardaigne en voiture et s'arrêter dans des petits endroits. Et donc le film nous raconte ces vacances. On peut peut-être commencer par de pourquoi on s'intéresse à Sophie Le Tourneur dans un podcast de documentaire et principalement à l'Aventura. Quel est le lien en fait entre ce film-là et le cinéma documentaire ? Est-ce que tu veux expliquer ? Je peux expliquer pourquoi moi et peut-être tu peux compléter si toi tu as d'autres choses. Donc c'est un film fictionnalisé. C'est pas de la captation... comment dire ça ? Documentaire, oui, c'est le mot, effectivement. Et donc, on pourrait dire plutôt un film dit fictionnel. Il y a un scénario, il y a des actrices qui jouent des scènes qui ont été écrites avant. Donc, on pourrait se dire pourquoi l'analyser dans un podcast documentaire. Parce que Sophie Le Tourneur, en fait, tout ce qu'elle fait, et pour le dire très grossièrement, et on le développera après, c'est essayer de raconter la vie telle qu'elle est vécue, le réel, à travers des processus de fabrication qui permettront d'y arriver, qui sont une stratégie. Il y en a d'autres dans le cinéma, notamment à travers d'autres films documentaires. Mais enfin voilà, ce qui est intéressant et ce pourquoi on veut parler de Sophie Le Tourneur, c'est parce que Sophie Le Tourneur, ce qu'elle essaye de capter, c'est le réel par des processus de fictionnalisation. Oui, moi je pense qu'il faut aller plus loin que ça, parce que cette ambition-là, elle est commune à beaucoup de cinéastes. En France, on pourrait citer Bresson, on pourrait citer Piala, ou toute une frange du cinéma dit naturaliste, comme d'ailleurs Rossellini, dont elle tire Voyage en Italie, le titre de son premier film, donc pour l'instant de ce duo de films.
Mais Sophie Le Tourneur, elle amène, en tout cas dans cette ambition-là de recréer le réel au cinéma, elle amène quand même une démarche qui s'inspire du documentaire et qui prend racine dans des axiomes documentaires, parce que ce qu'on n'a pas encore dit tout à fait, c'est que dans Voyage en Italie et dans l'Aventura, c'est qu'il y a des vraies vacances qu'elle a vécues avec son mari, puis avec son mari et ses enfants, au cours duquel elle a enregistré des dialogues qu'ils ont eus, des appels qu'elle a pu avoir avec ses amis ou avec sa famille, filmer des choses sur place. En tout cas, il y a toute une étape de documentation en fait, de ces vacances-là. Qu'ensuite, elle va travailler. Donc elle va faire, comme elle nous expliquait dans l'entrevue, c'est qu'elle va faire un espèce de pré-montage du film audio avec toutes les pistes sonores qu'elle a enregistrées. Et après, elle va reconstruire un film comme ça, petit à petit. Et après, au moment du tournage, elle va mettre des écouteurs dans les oreilles de ses acteurs. Et ils vont rejouer les scènes telles qu'elles ont été enregistrées donc par audio. Et l'Aventura, c'est la même chose, sauf qu'elle y rajoute les enfants. Et les enfants vont participer à ce processus de captation-là. Donc on a quand même cette espèce de soubassement documentaire qui constitue en quelque sorte le scénario, en tout cas qui constitue la matière du scénario, plus que des mots couchés sur du papier, dont l'ambition serait d'atteindre une certaine forme de réalisme. Ouais, t'as bien dit ça, et ça va être un peu le défi de toute l'analyse de ce film, de montrer comment elle y parvient. Parce que pour moi, elle y parvient, je spoil. Trop bien. Peut-être avant d'entrer vraiment dans la matière, on peut se pencher aussi sur le fait que c'est un deuxième film, enfin à la suite d'un film, quelque chose qui est inédit dans sa filmographie. Il y a souvent des gestes qui reviennent, ou des personnages, notamment elle, qui reviennent dans ses films. Mais là, c'est un film qui s'inscrit explicitement dans ce qui va être une trilogie, je crois. En tout cas, elle en avait l'envie. Et les trilogies ou les sagas, aujourd'hui, c'est beaucoup l'apanage des blockbusters, des films à gros budget, de divertissement, entre autres pour des intérêts économiques, parce que ça va garantir un public qui va vouloir aller voir la suite. C'est aussi comme une sorte de... comme les séries, finalement, mais au cinéma, quoi. C'est produire une forme d'attrait narratif qui va se continuer. C'est une recherche de franchisation aussi, parce que bon, là on n'est pas dans le cas d'un Marvel, mais le but c'est de dire s'il y a une suite, et après c'est-à-dire que les gens vont voir le 1 puis le 2, puis après tu peux créer des univers étendus, du merch. Exact. Et alors je sais pas du tout si c'est ça, mais moi je douterais fort que ce soit ça dans le cadre de Voyage en Italie. T'as pas acheté ta figurine Philippe Catherine J'aimerais bien commercialiser ça, s'il vous plaît. Moi j'ai l'impression que c'est plus un deuxième film qui permet de pousser, voire d'explorer autrement une idée de cinéma, qui est celle des vacances. Et en plus, c'est des vacances qui sont totalement différentes. Des vacances en couple et des vacances en famille, c'est pas pareil. Et donc, c'est pousser plus loin un geste artistique, à mon avis, l'intérêt de ce film, plus que de garantir des spectateuristes happés par les personnages, la narration, les retournements dramatiques. Spoiler, qui n'existent pas souvent dans les films de Le Tourneur. Et d'explorer, je pense aussi, ce dispositif-là, comme on l'a expliqué, de captation, et puis après de retranscription fictionnelle. Et moi, c'était d'ailleurs quelque chose qui me faisait peur, et je pense que j'étais pas le seul à avoir adoré Voyage en Italie. Moi, je pense que c'est vraiment un des très grands films du cinéma français des dernières années. Et en voyant qu'elle allait refaire la même chose, j'étais d'un côté très content. Je me dis, super, donne-moi en plus. Mais en même temps, effectivement, qu'est-ce que tu peux faire de plus une fois que tu as déjà travaillé à ce dispositif-là ? Est-ce que ça va simplement être une redite tout à fait agréable du premier ? Ou est-ce qu'on va avoir vraiment des nouvelles choses ? Et force est de constater que, oui, c'est un film ce qui est assez exceptionnel avec ce film, c'est que c'est la même chose. Je veux dire, c'est le même concept, le même dispositif, et pourtant, ce sont vraiment deux films fondamentalement différents, qui proposent une expérience assez différente du cinéma, et ça montre encore une fois la capacité de Le Tourneur à révolutionner sa forme de film en film, parce que c'est un film qui ne ressemble, encore une fois, aucun autre de ce qu'elle a fait avant. Je suis totalement d'accord. Et pour finir aussi sur le fait que c'est deux films qui sont dans une continuité et en même temps qui ne forcent pas le trait sur ça, même si on reprend les deux personnages de Voyage en Italie, qui sont Jean-Phi et Sophie, on remarquera qu'il n'y a jamais de référence. On ne discute pas du film d'avant. Il n'y a pas de liens qui sont créés. Le lien, c'est un peu nous qui le faisons parce qu'on a vu les deux films, mais je pense que quelqu'un qui n'aurait pas vu, en fait, ça changerait rien. Il n'y a pas d'appel au film d'avant, on ne joue pas sur la narration, ce qui permet aussi au film d'avoir une existence propre, d'être un objet cinématographique à part entière et pas complètement tourné vers le film d'avant.
Mhm. Oui, je suis d'accord, oui. Et on pourrait parler, donc, qu'est-ce qui change fondamentalement entre les deux films? On va surtout se concentrer sur Oui, et l'Aventura. comme ça nous permet après de lâcher Voyage en Italie pour se concentrer sur l'Aventura. Donc, effectivement, elle intègre les enfants qui étaient déjà là dans Voyage en Italie, mais en hors-champ, soit au téléphone, soit on les entendait on entendait Raoul dans une chambre appeler maman, maman. Oui. Et puis elle râlait, en tout cas. Et là, vraiment, ils sont là dans le plan, ils sont là dans le scénario, ils sont là même tout le temps, quasiment. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment elle intègre en fait ces enfants dans toute sa forme. Premièrement, moi, un des trucs qui m'a tout de suite marqué dans le film, c'est qu'elle change sa façon de filmer et surtout, elle se met à hauteur d'enfant. C'est-à-dire que mettre des enfants dans le plan, ça demande de repenser différemment tes images. Est-ce que tu te mets à leur niveau? Est-ce que tu les filmes d'un point de vue d'adulte? Est-ce que tu filmes de leur point de vue à eux? Comment tu cadres? Et on voit très bien que le fait d'avoir ces nouveaux corps dans le plan, en plus qui doivent se conjuguer avec des corps d'adultes, qui sont beaucoup plus grands, beaucoup plus forts, en tout cas, il y a vraiment une présence qui est très différente. Et comment elle va l'intégrer? Et donc, il y a principalement cette différence d'échelle de plan, où elle va se mettre souvent plus bas qu'avant. Et aussi, elle va passer par beaucoup plus de plans fixes, stables, et avec un découpage beaucoup plus important des scènes, j'ai envie de dire. Avant, on avait quand même beaucoup plus de caméras un peu planantes, même si elle était très rythmée, avec beaucoup de montage. Là, on a vraiment des inserts, on pose l'espace, il y a telle personne qui est à tel endroit, telle personne qui est à tel endroit, puis après on va jouer. Donc déjà, ça c'est vraiment une grande différence avec son film d'avant. On se rapproche peut-être un peu plus des normes d'ailleurs à ce niveau-là, j'ai l'impression. Oui, elle vient beaucoup plus effectivement stabiliser ces images, faire des plans plus longs. Elle va aussi faire exister ses enfants sonorement. Même s'ils sont pas dans le plan, on va tout le temps les entendre. Raoul, par exemple, est tout le temps en train de crier, chanter, faire quelque chose. Parce que Raoul, du coup, il faut peut-être, pour situer, Raoul doit avoir, je sais pas, 4 ans, quelque chose comme ça. Et Clo-Clo, un peu plus grande, même carrément plus grande, c'est jeune ado, 11-12 ans. Et Raoul, c'est le fils donc, de Sophie et Jean-Phi. Alors que Clo-Clo, c'est la fille d'un premier mariage, en tout cas d'une première union. Jean-Phi n'est pas son père. Ouais, c'est ça, c'est son beau-père. Donc il y a aussi ça qui change dans le dispositif. On a le son qui vient aussi se rajouter à la matière de l'image, puisque les enfants existent tout le temps là-dedans. Et les enfants vont aussi avoir un gros effet sur la chronologie du film et le montage. Peut-être tu veux un peu en parler, parce que toi, c'est ce qui t'a peut-être un peu interpellé au début. Oui, parce que moi, ce que j'adore dans Voyage en Italie, c'est les rapprochements qu'on peut faire avec les films d'Aung San-suu, c'est-à-dire qu'il y a un cinéma qui est assez aspectaculaire, elle reprend pas mal de ses gimmicks de zoom. Moi, j'aimais beaucoup cette ambiance, et puis aussi cet aspect chronologique, en fait, où d'abord, on a la préparation des vacances, et puis après, ils partent, et puis après, ils arrivent, et puis vraiment, on passe d'un jour à l'autre, alors que là, elle éclate assez rapidement la narration. On commence, c'est eux une scène où ils sont en train de discuter, ils sont au restaurant et ils essaient d'enregistrer justement quelque chose pour le film en fait après. Et après on retourne en arrière à Paris et puis après on retourne et on retournera encore un peu plus tard à cette scène de restaurant là. Et c'est vrai que moi j'étais un peu surpris de voir ça parce que je m'attendais pas du tout à ça, c'est pas quelque chose qu'elle fait d'habitude. Et ça m'a pris un petit moment. Et au bout d'un moment, tu as une espèce de forme qui s'infuse en toi, on va dire, et elle trouve un rythme, en tout cas, ou plutôt toi, tu trouves ton rythme, en fait, dans ce film-là. Et c'est vrai que là, j'ai commencé à apprécier beaucoup plus ce choix de montage-là. Et c'est vrai que ça donne quelque chose qui n'était pas du tout là dans Voyage en Italie, c'est la centralité de l'amnésie. En fait, les vacances dans l'Aventura, c'est quelque chose qu'il faut sans cesse ressasser. La mémoire, c'est quelque chose qui est faillible, où tu as toujours « Ah, ça s'est passé comme ça, je crois ». La fille qui va dire « Non, si tu te trompes, c'était en fait ça ». Puis Jean-Philippe qui va dire « Non, moi je pense que c'était ça qui s'est passé ». Donc il y a vraiment tout ce ping-pong en fait, constant de « Qu'est-ce qui s'est passé hier en fait ?» Ouais, moi j'ai un peu une autre take, mais en fait qui va dans ta continuité de l'amnésie. Donc pour juste te resituer, en gros, donc dans ce film de vacances, on a constamment des scènes où toute la famille est en train d'enregistrer ce qui s'est passé pendant les vacances pour le film que Sophie va faire plus tard, qui serait le film sur ses vacances, qui est le film qu'on est en train de regarder. Enfin voilà, il y a un peu un espèce de méta, mise en abîme du processus cinématographique de Sophie Le Tourneur, qui est quelque chose qu'elle a fait dans beaucoup d'autres films, notamment dans Voyage en Italie, où aux 3/4 du film, la dernière demi-heure, on voit
Philippe Catherine et Sophie Le Tourneur qui racontent le voyage qu'ils ont vécu et qui s'enregistrent pour le film en devenir. C'est la même chose dans Les Coquillettes, qui est un film où 3 amies, dont Sophie Le Tourneur, racontent le festival de Locarno qu'elles ont vécu et on voit les images qui se passent. Donc il y a toujours souvent ce geste chez Sophie Le Tourneur de raconter des souvenirs et de prendre autant de plaisir à les raconter qu'à les vivre, voire peut-être plus parfois. Sauf que généralement, c'est dans des temporalités très distinctes. C'est après l'événement qu'on va raconter ce qui s'est passé. Là, c'est plus le cas puisqu'on s'enregistre pendant les vacances, en train de raconter les vacances qui sont en train d'avoir lieu. Ce qui fait que de facto, la chronologie est déjà brouillée, puisque tout est en train de se passer en même temps. En plus, comme c'est raconté et enregistré, c'est impossible de savoir quand tel événement a lieu, enfin quand est-ce que quoi se passe. Ça veut rien dire comme phrase, mais vous comprenez l'idée. Moi aussi, j'éclate ma chronologie. On ne sait pas quand se passent les événements qui nous sont racontés, parce qu'on fait tout le temps des va-et-vient, il y a tout le temps des rectifications. Et moi, je l'interpréterais aussi, cette amnésie dont tu parles, par le fait que Sophie Le Tourneur, elle se met toujours au diapason du réel qu'elle est en train de filmer, qu'elle essaie de comprendre par quel processus représenter le plus fidèlement le vécu. Et en fait, j'ai l'impression, je ne suis pas parent, je n'ai pas d'enfant, mais que en fait, c'est exactement ça, des vacances que tu fais avec des enfants. C'est un espèce de tourbillon où il se passe tellement de choses et en même temps tellement la même chose et en même temps tellement de choses qu'en fait, tu ne sais plus ce qui se passe le jour d'avant parce que tu es occupé à t'occuper des enfants, t'es occupé à devoir réfléchir à 1000 choses d'organisation. Enfin voilà, c'est cette espèce de tourbillon de chronologie qui se mêle. Et qu'en fait, cette forme éclatée, elle vient représenter ça au plus proche de ce que c'est en fait. Je pense qu'il y a vraiment de ça et on voit que déjà... Voyage en Italie, c'est un film qui est très sur les corps. Moi, je l'ai revu il y a pas longtemps et c'est vrai que moi, ce qui m'a fasciné, c'est de voir à quel point elle est passionnée par le fait de filmer ses corps, en fait. Elle et Philippe Catherine, comment ils se déplacent, comment ils bougent, comment ils se regardent, comment ils se touchent. Alors que là, c'est un film où on prend par moment beaucoup moins le temps d'observer les corps parce que le montage se concentre moins sur ça. Après, je l'ai vu qu'une fois, peut-être que à la revoyure, je pourrais mieux me concentrer sur cet aspect-là. Et c'est vrai que c'est un film qui est beaucoup plus dans l'énergie, qui est qu'est-ce que c'est l'énergie des vacances. Et je pense qu'il y a vraiment cette idée, effectivement, des enfants. Et donc, ça éclate. Et donc, on passe d'un objet à l'autre. Et une coupe qui est symptomatique de ça et qui va spécifiquement dans ce sens-là, c'est un moment où elle s'effondre en larmes de stress, de pression, de fatigue au petit déjeuner. Et après, on coupe, et elle est toute joyeuse en disant « Ah, c'est super !» Elle sort de l'eau, elle est « Ah, mais j'adore !» « Ah, c'est trop bien !» Donc, il y a vraiment aussi cette espèce, je pense, le montage qui doit retranscrire ce changement, en fait, continu d'émotions et aussi d'état de putain la voiture, putain le GPS, putain il faut qu'on aille là, l'hôtel le machin il est pas bien, la bouffe. Oui, de se mettre finalement aussi, de monter le curseur des émotions qui sont plus intenses parce que vécues au milieu de choses tellement plus prenantes qu'en fait t'as pas le temps de te poser quoi. Alors que c'est vrai que dans le film d'avant on voyait vraiment ces corps un peu affalés d'un couple qui a l'habitude d'être ensemble et là les enfants viennent bouleverser ces corps là. Bon, on les a encore, par exemple il y a une très longue scène dans une chambre d'hôtel où Philippe Catherine est fatigué, s'endort, elle est fatiguée aussi, elle dort avec sa fille, il y a Raoul qui fout le bordel. Donc on a aussi cet aspect du corps là qui est, mais en fait le fait d'en avoir 4 et plus 2 corps dans le plan, ça change tout et ça change ta perception parce que tu es tout le temps parasité en fait par un nouveau corps qui rentre, qui sort, qui fait un bruit, qui fait un truc. Donc il y a ça aussi qui change, je pense. C'est juste le fait d'avoir plus 4, plus 2 mais 4 corps. Oui, totalement. Mais ce qui fait que du coup, le film est obligé de changer. En fait, même moi, je pense qu'à part le fait que ce soit des vacances et qu'elles soient racontées, on change complètement le dispositif de captation. C'est plus du tout le même que Voyage en Italie. Et c'est là où, pour faire un lien avec la trilogie, en fait, Sophie Le Tourneur a compris ce que c'est de continuer une idée artistique, mais dans autre chose. C'est pour la travailler autrement et la pousser plus loin. Et en fait, c'est pas du tout le même film. C'est exactement ça. Et parce que je pense qu'elle a vraiment une passion pour la retranscription du réel. Et ça moi, j'ai une question, en fait, mais je n'ai pas la réponse, mais... Je peux lui la poser dans une semaine, si tu veux. Mais c'est comment, en fait, dans quel sens ça fonctionne ? C'est-à-dire que, est-ce qu'elle part de ses vacances, de ses enregistrements, et qu'après, elle dit, en fait, dans ses vacances, il s'est passé ça s'est déroulé comme ça, et donc le film, pour coller à ce qui s'est passé, va ressembler à ça, ou est-ce que, en fait,
Elle a déjà un film en tête, en tout cas elle sait qu'elle va faire un film, et donc les vacances se plient un peu au film qui va arriver. Est-ce que c'est vraiment quelque chose de très intellectuel? Parce que il y a des cinéastes qui sont très cérébrales comme ça, et qui pensent leur film à l'avance, à dire pour capter des enfants, on fait comme ça, et puis si je les filme comme ça à l'enfance, etc. Ou est-ce que vraiment elle part du réel? Et d'ailleurs, ce qui est hyper intéressant dans sa démarche, qu'elle se met sous l'influence du cinéma. Qu'elle pense ou pas le film, quand elle part en vacances pour l'Aventura, elle va faire un film derrière. Donc, quelque part, le film est déjà là et va influencer ses vacances. S'il n'y avait pas de film, ça ne serait pas les mêmes vacances. Et c'est incarné par justement la centralité par rapport à Voyage en Italie du processus d'enregistrement. Ouais, moi je peux pas te répondre sur le processus de Sophie Le Tourneur parce que je le connais pas, mais je peux te répondre avec les images du film où en fait moi je pense que c'est pas elle qui va neutraliser le réel, même si effectivement ça va peut-être l'influencer puisqu'elle va faire des vacances dans l'idée d'en faire un film, mais moi je pense que si elle prévoyait et qu'elle pliait le réel avant même de créer son scénario, ça donnerait pas ce film-là. Ça donnerait... Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut mentionner, qui est la substance même du cinéma de Sophie Le Tourneur, c'est qu'elle raconte toujours du presque rien, du petit rien, des choses qui sont sans importance, qui sont inintéressantes et qui viennent en un sens neutraliser le cinéma qui essaye d'attraper les images, parce qu'en fait on raconte rien, il se passe pas grand chose. D'ailleurs il y a une scène à la fin de l'Aventura où ils sont en train de faire un pique-nique au bord d'une falaise et Clo-Clo veut continuer l'enregistrement et Jean-Phi fait mais enfin pourquoi est-ce que vous voulez absolument faire ça, il se passe rien dans ce film, ça parle de caca, de règles, c'est rien, et Sophie Le Tourneur le regarde et elle fait mais non mais il se passe tout. Et parce qu'en fait, elle est intéressée. Elle, dans ce petit rien, c'est tout. Et enfin, voilà. Du coup, pour moi, ça, tu ne peux pas vouloir faire du cinéma avant le réel, parce que sinon, tu regardes pas ce rien qui est tout. Débrouillez-vous pour comprendre cette phrase. Par rapport à ce que tu dis, ça me fait penser à cette phrase de fin où je crois qu'elle appelle sa mère, ou elle parle à sa mère à la toute fin, et elle sous-entend que ça s'est pas bien passé avec Jean-Phi. Je sais plus ce qu'elle dit. Sa mère lui demande, il est pas là, mais vous êtes disputés, ça va pas bien, qu'est-ce qui se passe? Puis elle dit plus tard, je t'en parlerai plus tard. Ouais, je t'en parlerai plus tard. Et donc elle esquisse à la toute fin en fait cette espèce de narration en fait de scénario qu'aurait pu mais comment les enfants influencent le couple? Est-ce que ce couple va réussir à survivre aux vacances avec leurs enfants, qui serait une ligne narrative classique d'une comédie, et qui à un moment donné ils se séparent et puis après ils se retrouvent et puis en fait ça va, la famille est réunie. Mais non, en fait elle le met à la toute fin, presque quasiment avant le générique de fin, et elle le balance là. Et je pense qu'il y a un peu cette idée que on peut pas savoir. En fait, nous, avec les images qu'on a regardées, on est incapable de conclure. Est-ce qu'ils vont se séparer? Est-ce qu'ils vont s'engueuler? Est-ce qu'ils se sont engueulés? Est-ce que on ne sait pas. Et je pense qu'il y a vraiment, effectivement, comme tu dis, cette idée de neutralisation du cinéma. Et je lisais ça dans un article de Louis Lecomte pour Le Rayon Vert, où il parlait des noms des films. Parce que L'Aventura, c'est un film d'Antonioni, et Voyage en Italie, c'est un film de Rossellini. Et les deux films de Le Tourneur ont très peu de rapport avec les œuvres nommées. Rossellini un peu plus dans le dispositif, parce qu'il y a la rencontre réelle, fiction, etc. Mais, et lui, il disait que c'était une espèce d'exorcisme du cinéma, ou en tout cas c'était une revanche prise sur le cinéma fictionnel, qui se targue de retranscrire le réel, et les relations amoureuses, ou tout ce genre de choses. Et puis elle vient dire non. En tout cas, c'est ça le réel, en fait. C'est pas des scénarios, c'est pas des narrations, c'est... voilà. Oui, en fait, moi, je l'interprète un peu différemment, mais dans la même idée que toi, où en fait, ce qu'elle fait, c'est plutôt neutraliser la surdramatisation que le cinéma pourrait amener. Parce que pour moi, la dispute ou la décrépitude de sa relation avec Jean-Phi, elle peut se voir dans les plans. Mais elle se voit, elle ne se dit pas, c'est pas un dialogue, c'est pas une colère, c'est par exemple le fait qu'on ne voit aucune scène où ils sont que les deux. On les voit très peu avoir des gestes de tendresse l'un pour l'autre. Il y en a un à un moment donné où Jean-Phi pose sa main sur la jambe de Sophie Le Tourneur et elle le regarde directement, puis lui il lui dit « ça va ?» avec un petit sourire, puis elle fait « bah oui, ça va ». Et tu sens qu'il n'y a pas de moment de tendresse qui va se créer entre les deux. Donc en fait, ça va plutôt être incarné dans les corps que totalement joué. Et même, on ne va pas avoir ces petites barrières de bullying pour les spectateuristes qui vont nous dire « regardez, ce couple va pas bien ». En fait, tu vas devoir le sentir dans la matière même des images. Moi, j'en sais rien.
Tu vois, à la fin du Ouais. film, je ne sais pas si ce couple va ou ne va pas. Je veux dire, j'ai vu un couple en vacances qui était mis sous pression par des vacances et je ne peux pas conclure de quoi que ce soit sur leur relation. Comme à la fin de Voyage en Italie, je pense que tu ne pouvais pas non plus facilement conclure sur leur relation. Non, c'est vrai. Mais par contre, ce qu'on peut, je me suis fait cette réflexion aujourd'hui, c'est que dans Voyage en Italie, eh ben, c'était quasiment, enfin, on les voyait que les deux dans toutes les scènes, et on voyait notamment beaucoup de scènes où ils se couchaient ensemble dans le même lit, pas forcément où ils couchaient ensemble. Il y a qu'une seule scène de sexe. Là, il y a plus de coucher juste entre les deux. Les scènes où il faut dormir, il y a aussi les enfants. Oui, et puis ils dorment n'importe où, parce qu'en plus ils dorment la journée, ils font des siestes, machin. Oui, non mais c'est clair que le film s'intéresse en tout cas à une espèce de dissension de dissensus entre les deux, ça c'est sûr. Et en plus il y a Clo-Clo qui appuie pas mal là-dessus. Elle répète souvent, on comprend pas ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait. En parlant de Jean-Phi. En parlant de Jean-Phi, ouais. Donc c'est sûr qu'il y a une espèce de dissension qui est alimentée, mais en même temps, tu vois, il y a Clo-Clo où des fois elle va être très sévère avec Jean-Phi, puis en même temps c'est avec lui qu'elle va faire du trampoline dans l'eau, elle a l'air tout à fait s'amuser avec lui, donc il y a aussi... je serais incapable de conclure en fait là-dessus. Ouais, la relation de Clo-Clo avec Jean-Phi, elle est très opaque. Mais comme en fait beaucoup de choses dans le réel en fait, où on sait pas exactement parce que c'est son beau-père, mais elle est quand même assez jeune, donc on voit qu'il y a une forme d'affection, mais en même temps peut-être une sorte de fidélité qui est pas du tout montrée, hein, mais tu te doutes qu'il doit y en avoir une pour son père et que, enfin voilà, on sait. On sait pas trop. Ce je t'en parlerai, en fait, c'est l'arrivée de la parole, mais la parole, c'est l'interprétation, c'est autre chose. Je pense que c'est assez marrant qu'elle mette ce je t'en parlerai vers le dehors du film. Alors que, comme tu disais, on a vu. Et après, on parle, et on analyse. Mais d'abord, on a vu, on a regardé. Oui, c'est vrai. Elle met la parole hors champ, finalement, quand elle dit ça à sa mère. Et ce qui me fait penser... parce que c'est le même processus qu'elle fait, parce qu'ils racontent leurs vacances, ils parlent, donc ils mettent déjà des mots sur des choses qui se sont passées, et c'est peut-être ça son processus, c'est des gens qui mettent des mots sur des choses qu'ils ont vécues, qu'elle, après, elle va réincarner, elle va réincarner dans l'image, elle va leur redonner une matière, espèce de mouvement de matière, mot, revers la matière. Oui, puis ce qu'on peut remarquer peut-être pour aller continuer un petit peu sur ce geste qu'ils font souvent de raconter les vacances pendant les vacances, moi je remarque deux choses avec ça. La première, c'est que c'est les moments où ils ont l'air d'être le plus heureux. En tout cas, ça se passe pas toujours bien, il y a des fois, ça va générer des crises, mais aussi ça va être les moments où ils sont le plus ensemble, où ils sont en train de se remémorer des choses qu'ils ont vécues, et en fait ils vont rire, ça va les amuser, même des choses où ils s'étaient peut-être engueulés avant, et ben en le répétant, en fait ça va les faire marrer. Donc ce dispositif va quand même être un rassembleur de la famille et créer des beaux moments. Et aussi, ce qui est intéressant... Comme quand Raoul fait caca sur la plage devant le balayeur. Attends, le caca, on va y venir après. Moi, je le retiens. Oui, mais il y a ce moment-là qui revient souvent et ils en rigolent. Il y a Raoul qui fait beaucoup caca et c'est très plaisant. Pas beaucoup, justement. C'est vrai, mais un truc que disait, j'ai regardé du coup la masterclass que François Bégodeau a donnée sur Sophie Le Tourneur au Forum des Images, et en fait il en parlait dans Voyage en Italie, et aussi avec Énorme, et je trouve que ça s'incarne extrêmement bien dans l'Aventura, où il dit en fait Sophie Le Tourneur, ce qu'elle fait, c'est aussi qu'elle réconcilie cette espèce de distinction entre tu fais ton art, et de l'autre côté, à l'opposé, tu as ta vie de foyer et ta vie de famille. Et là, ce qu'elle fait, en impliquant sa famille dans le processus, en faisant que ça devient part imminente de leurs vacances, elle met tout ça ensemble. Sa vie, c'est le cinéma, et c'est la famille, et le cinéma, et la famille. Enfin voilà, tout coexiste. Oui, et puis je parlais de Hong Sang-soo tout à l'heure, et c'est vrai qu'en y réfléchissant, ça m'a beaucoup fait penser à Conte de cinéma, alors que c'est pas vraiment la même chose. En fait, dans Conte de cinéma, le film commence, et au milieu, ou en tout cas à un moment donné, on comprend que ce qu'on regardait depuis le début, c'était un film, et que là on rentre, en tout cas on est hors du film, c'est vrai qu'il n'y a pas de différence. En fait, le film et la vie, la diégèse où le film se jouait, est filmé pareil, c'est la même chose. Et donc il y a vraiment une espèce d'idée de continuité entre le cinéma et la vie qui est là tissée par Hong Sang-soo, qu'on peut retrouver d'une certaine façon dans Caché aussi de Michael Haneke, entre les images du film et les images qui sont filmées de la famille. Et en fait, j'ai retrouvé ça dans ces scènes d'enregistrement là, elle esquisse quand même une continuité entre le réel et son film.
en fait, où ces moments d'enregistrement du réel qui sont déjà le film qu'on est en train de voir. Il y a vraiment ces scènes, ça te casse un peu le cerveau parce que tu es en train de voir une réinterprétation d'une scène qui s'est passée où ils pensent déjà à la réinterprétation qu'ils vont faire après. Donc tu rentres dans une espèce d'imbroglio, de pelote de laine entre réel fiction, tu sais plus vraiment quoi alimente quoi. Mais tout est pareil. Et le film se termine, donc après la narration, il y a juste un plan d'une scène au restaurant avec la vraie famille de Sophie Le Tourneur. Et je pense que c'est aussi pour appuyer ça. C'est que, en fait, il y a une vraie matière derrière, mais est-ce qu'elle est vraiment différente que celle qu'on vient de voir ? Peut-être pas. Parce qu'il y a vraiment cette idée aussi que ces moments d'enregistrement sont des moments du réel, aussi importants que les autres. Ça crée, ça vient... déclencher du réel, déclencher des discussions, comme tu dis, qui sont aussi importantes que le reste. Il n'y a pas de coupure entre le moment où, comme tu dis, on fait du cinéma, le moment où on vit. Ouais, tout est dans le tout, comme disent les Québécois. Et en fait, même, je pense que d'un point de vue un peu plus de réalisatrice, je pense que pour Sophie Le Tourneur, tout est matière, en fait, dans ce que tu as mentionné. Et en fait, tout va lui servir pour ce bricolage que va être son film, qui va permettre de restituer un réel comme elle l'a vécu. Ouais. Et c'est surtout ça, en fait, aussi, qui est montré. Oui, puis on le voit, en fait, dans l'importance qu'a le cinéma pour sa fille. On sent que le fait que sa mère soit réalisatrice, à Clo-Clo, ça l'influence énormément. On sent un peu de fierté, on sent beaucoup de choses, en fait. Et surtout, c'est elle qui est pilote du film. De l'Aventura, parce que c'est elle qui appuie souvent pour qu'on fasse des enregistrements. Quand les enregistrements se passent pas bien, parce que Raoul fait du bruit, parce qu'il y a le serveur qui arrive, et puis elle crie « On a tout recommencé !» Vraiment assez insupportable là-dessus, intraitable du moins. Et je pense que c'est ça aussi, c'est que le fait qu'elle fasse des films, ça influence ses enfants, qui la réinfluence derrière, et le fait que le générique se termine par à mes enfants que j'aime plus que tout, je pense qu'il y a vraiment effectivement cette intrication du fait qu'elle fasse du cinéma dans sa vie, donc les deux s'alimentent, et le fait qu'elle ait fait voyager en Italie a changé sa vie, et le fait qu'elle ait fait l'Aventura va changer sa vie, a déjà changé sa vie, et va influencer ses enfants qui sont dans le film, donc il y a cette idée de totalité, oui, il n'y a pas de séparation entre vie et cinéma, parce que tout est en même temps. Oui, d'ailleurs, si tu regardes dans la continuité l'œuvre de Sophie Le Tourneur, c'est une œuvre, on pourrait dire autobiographique, ou en tout cas, chaque film correspond à peu près à une étape de sa vie, plus ou moins au moment où elle la vit. Énorme, c'est l'histoire d'une grossesse, plus ou moins quand elle a fait sa grossesse. Les Coquillettes, elle a à peu près le même âge quand elle va en festival présenter ses films. Enfin, du coup, c'est vrai, c'est intégré dans le processus de vie. Elle consigne sa vie avec le cinéma, de même que le cinéma vient moduler sa vie. Il y a une sorte d'aller-retour et de va-et-vient. Et je me demande si ça serait pas une forme de... Alors, conscient ou inconscient de sa part, mais une forme de documentation de ce que c'est la charge mentale des femmes, en fait, aujourd'hui. Parce que, de fait, j'ai l'impression que cette idée de séparation entre la vie et le cinéma, c'est un truc de mecs, tu vois. C'est un truc d'hommes qui peuvent abandonner leur famille sur le bas-côté pour aller faire mes films. Allez, maintenant, je pars 1 an à l'autre bout du monde, filmer mon truc, et puis je reviens, et puis ma bonne femme se sera bien occupée de mes enfants. Ma bonne femme. Il y a un peu cette idée-là, j'ai l'impression. Alors que... Peut-être que c'est du coup ces axiomes un peu plus féministes, ou en tout cas de fait de traverser la vie dans un corps de femme socialisée en tant que femme, fait qu'elle peut pas, en tout cas que la façon dont la charge mentale est distribuée, surtout que c'est un des sujets quand même très importants du film, dans l'Aventura, la charge mentale, ça fait que forcément ces films doivent être inspirés de sa vie quotidienne, parce qu'elle ne veut pas abandonner ses enfants, parce qu'elle veut s'occuper de ses enfants, mais elle veut continuer à faire du cinéma. Et donc sa façon aussi je pense que c'est une documentation aussi de quelque part de ça, de cette obligation de l'intrication de sa vie et de son travail. Oui, je pense que c'est vraiment peut-être que du coup on peut en faire des observations féministes, mais qu'elle c'est en tout cas surtout une restitution de son vécu. Oui, c'est pour ça que je parle de documentation. C'est quelque chose qui ressort du film quand on le regarde, nous, en tant que spectateurs, qu'on l'analyse, tu vois. Je suis d'accord, et peut-être qu'on peut en parler un peu à travers les personnages, parce que je pense qu'il y a quand même 4 personnages qui méritent d'être un petit peu regardés. C'est quelque chose qu'on fait pas souvent, vu qu'on n'a pas souvent des personnages. Enfin, on a quand même des personnages dans des documentaires. Parfois, mais là, en tout cas, on en a 4 bien présents. Et surtout que les personnages de Sophie Le Tourneur, ils ont quand même une petite particularité, c'est que on les adore autant qu'on les déteste. Ils sont vraiment chiants à des moments, et ceux-là font vraiment pas exception. Notamment toi, Clo-Clo, elle te saoulait pendant le film. Ouais, après c'est peut-être ce truc de moi j'ai vécu avec une sœur, donc peut-être que ça réveillait des choses en moi. Mais en même temps, moi c'est mon personnage préféré. Je veux dire, je le trouve d'une complexité, vas-y, introduis-nous Clo-Clo un peu. Alors
Clo-Clo, donc c'est la fille de Sophie et d'un autre mari, en tout cas d'un autre homme qui n'est pas Jean-Phi. Donc... Christophe, je crois qu'elle l'appelle. Ok. Et donc elle part en vacances avec Jean-Phi, c'est le nouveau copain de sa mère depuis un moment, parce qu'ils ont Raoul et son fils, donc ça fait au moins 4 ans qu'ils sont ensemble. On espère un peu plus avant. Ouais. D'ailleurs, est-ce que c'est peut-être la grossesse des normes, peut-être, du coup. Ouais. Mais moi, ce que je trouve exceptionnel dans ce personnage-là et dans la précision de sa captation, j'ai jamais vu un ado aussi complexe et aussi précisément capté dans ce que c'est l'adolescence, c'est-à-dire cette sortie de l'enfance, cette espèce d'espace entre deux, entre Raoul et l'adulte, en fait. Parce que elle sent bien qu'elle n'est plus une enfant, qu'elle a des capacités mentales, en tout cas physiques, d'imagination. Aussi, elle est beaucoup plus responsable que son frère. Elle est beaucoup moins aussi dépendante de la part des adultes, mais qu'elle n'est pas totalement une adulte, qu'elle n'a pas, qu'elle n'a pas la capacité de supporter la charge mentale d'un adulte. Et donc, ça se matérialise par effectivement cette surimplication dans le film, parce qu'on sent qu'elle est contente de pouvoir faire un projet d'adulte, avec des adultes, avec sa mère. En plus, je pense qu'il y a un aspect émotionnel, de faire quelque chose avec sa mère. Et puis, on sent que ça lui tient à cœur de tenir les rênes de ce projet-là. Et en même temps, des fois... elle va pas faire des caprices, mais presque. Elle voit son frère à côté qui a besoin de beaucoup d'attention, puis elle va dire mais personne s'occupe de moi, à moitié en train de faussement pleurer. Elle va quémander certaines choses, mais moi je voulais une glace. Donc il y a vraiment cette espèce d'aller-retour constant entre cet adulte et cet enfant qui a encore besoin d'attention, qui veut passer des moments avec sa mère, qui veut de l'attention de la part de sa mère et qui sait pas trop comment les demander. Alors le réflexe c'est de jouer l'enfant. Et j'ai trouvé ça vraiment passionnant parce que d'une seconde à l'autre, elle peut changer de comportement. Les deux comportements peuvent se mélanger. Donc oui, sur le moment, ça peut être un peu effectivement fatigant, mais comme l'est la parentalité. Mais en même temps, moi, je trouve que c'est un personnage fascinant. Puis je trouve que ce que tu dis, ça s'incarne bien dans deux gestes un peu différents. L'enfance et le « je suis en train de grandir et d'être plus adulte », qui est qu'elle vient souvent faire des câlins à sa mère, mais surtout quand Raoul en demande. Mais notamment, il y a donc cette grande scène, dans le sens elle est très longue, mais c'est aussi une grande scène, dans la chambre un après-midi, c'est l'heure de la sieste, et elle veut être dans le lit avec sa mère, et elle va avoir son espace, et être vers sa mère et lui faire des câlins. Donc là, on est plutôt dans la proximité enfant qui quémande de l'attention. Et après, dans le film, systématiquement, on voit Sophie Le Tourneur qui essaye de remettre la mèche de cheveux de sa fille, et sa fille, ça l'énerve. Et elle la repousse tout le temps. Et moi, je me rappelle, ce geste-là, c'est vraiment un geste de maman, celui de remettre les cheveux derrière et d'être un peu, mais vas-y, laisse-moi vivre, c'est mon corps. C'est un peu cette conscience que maintenant, je ne suis plus l'enfant qui t'appartient, j'ai ma vie propre. Et c'est incarné juste dans un geste qui est même pas souvent nommé. Je pense une fois, peut-être, elle dit un peu arrête, mais même pas sûr. Et je trouve que la coexistence de ces deux façons d'être par rapport au corps de sa mère, dit tout ce que tu viens de dire en fait. Ouais, je suis d'accord avec toi, j'ai pas grand chose à rajouter. Et après, il y a une autre composante c'est effectivement sa relation avec Jean-Phi et son frère, où Jean-Phi, on sait pas trop, des fois elle est très méchante avec lui, des fois ça va. Et puis avec Raoul, on sent qu'elle l'aime parce que c'est son frère, mais demain elle est à bout, elle en peut plus. Dont ta phrase préférée du film. Ouais, ça m'a fait mourir de rire. À un moment donné, ils ont peur qu'ils sont emmenés dans un guet-apens par un Italien. Ils ont peur c'est pas du tout ça qui arrive. Oui, ils ont peur d'être emmenés dans un guet-apens et ils vont se faire tuer. Et du coup, elle dit ouais, il tue Raoul, comme ça on passe de vraies vacances après. Et c'est tellement méchant pour rien. Avec le pauvre gamin qui est à côté, quoi. Il peut rien. Mais en même temps, ça m'a fait tellement rire. Voilà. Oui, puis je trouve qu'un truc qu'on pourrait dire aussi sur Clo-Clo, c'est son parler, sa façon de parler qui est hyper étrange, qui est très adulte, aussi un peu récitée, et en même temps très enfantine. Je sais pas, il y a des moments où des fois, par exemple, à la fin, toute fin, elle est dans le train avec Raoul, qui veut parler, et comme c'est un enfant de 4 ans, au moment où il veut parler, il sait plus ce qu'il veut dire, et elle le regarde, elle fait un peu « Raoul, quand tu veux dire quelque chose, tu sais ce que tu veux dire ou pas ?» Et vraiment, elle a cette façon de délivrer les phrases qui, je trouve, est vraiment aussi, juste dans sa façon de parler, c'est représentatif de l'état dans lequel elle est, cet entre-deux d'adulte et d'enfant. Tout est là dans la façon dont elle délivre des mots. Donc après, on a Raoul qui est c'est moi qui veux... petit enfant. Je peux introduire Raoul. Oui, vas-y. Parce que c'est mon préféré. Je pense qu'il y aurait un truc psychanalytique à faire sur le fait que toi, t'as préféré Claudine et moi, j'ai adoré Raoul. Mais après, Raoul, il est facile à aimer. Donc Raoul...
Raoul qui est le petit ouragan du film et qui montre aussi un peu, comment dire ça, que Sophie Le Tourneur, elle met le réel au-dessus de son film parce que personne ne parasite à ce point-là ses plans et ses images d'un film en foutant un gamin de 4 ans qui va tout le temps être en train de gueuler, monter sur les gens, courir. Enfin, il est tout le temps là pour dézinguer les conversations qui ont lieu quand même. Donc Raoul, c'est ça. Raoul, c'est un petit enfant de 4 ans qu'on voit souvent, qui crie, qui bouge, qui pleure, qui veut de l'eau, qui veut à boire et surtout qui fait caca. Et qui veut des bonbons aussi. Et qui veut des bonbons. Mais qui fait caca. Tu disais que tu avais vu des gens se plaindre qu'il y avait trop souvent des blagues de caca de Raoul. Alors, faut dire qu'il fait caca que 3 fois dans le film. Oui, t'as compté. Oui, parce qu'elles sont mémorables quand même. Il y a la première fois sous la table de restaurant, il y a la deuxième fois sur la plage, et il y a la troisième fois au pique-nique où il marche dans sa merde et après ça pue. Et tout le monde est pas content. Donc, c'est les 3 fois où Raoul est associé à du caca. Ouais. Donc voilà, ça c'est Raoul et il n'y a pas grand chose d'autre à dire à part que c'est un enfant de 4 ans qui bouge partout et qui crie. Moi peut-être ce que je me suis demandé en regardant Raoul, c'était comment elle a réussi à faire jouer cet enfant-là. Et en fait, est-ce qu'il joue ? Point d'interrogation d'abord. Oui, c'est assez exceptionnel. Le naturel avec lequel ces enfants sont au monde dans ce film, c'est assez exceptionnel. Et sachant que généralement, en tout cas quand c'était... Parce qu'il y avait un naturel assez étonnant dans Voyage en Italie, mais quand on l'avait interviewée, elle nous avait dit c'est extrêmement répété, précis, rien n'est laissé à l'improviste. Et là, tu te demandes un peu en regardant le film, est-ce qu'elle a réussi à faire pareil avec les enfants ou est-ce qu'elle a utilisé totalement une autre méthode ? Moi, je me rappelle, quand j'avais fait une école de cinéma, on nous avait dit les deux instances les plus difficiles à faire jouer dans un film, c'est les enfants et les animaux. Ce qui veut dire beaucoup de choses en une phrase. Et du coup, moi, je regardais ça et j'étais, mais comment est-ce qu'elle a fait ? Mais je pense qu'il y a de ça à voir avec son dispositif de captation. C'est que quand même, un des points qui lui est souvent reproché, c'est que ses films sont moches. C'est-à-dire que l'image de Sophie Le Tourneur, effectivement, c'est une image numérique qui n'a pas pour ambition d'être techniquement impressionnante. On n'est pas chez Denis Villeneuve. Tout le rapprochement que tu fais souvent avec Hong Sang-soo, mais aussi pour les zooms, oui, qu'elle fait aussi très explicitement, tout le monde qui est mentionné dans La Vie Orange d'ailleurs. Et donc, c'est une image qui n'a pas, je pense, auquel n'est pas donné la même quantité de travail que dans d'autres films de fiction. Mais en fait, ce que ça lui permet, je pense, une légèreté en fait, dans son dispositif, c'est-à-dire que le plan, il est vite installé, il est vite déplacé. Et ça me fait penser à Michel Brault, quand il parlait pour la suite du monde, où il disait, en fait, ce qu'a apporté surtout le cinéma direct, c'est-à-dire la capacité à filmer à l'épaule, c'était qu'on allait chez les gens, et on allait avec juste une caméra. Peut-être on changeait l'ampoule qu'ils avaient dans leur salon pour qu'elle soit un peu plus puissante, pour que la caméra ait un peu plus de lumière, mais c'est tout. On n'avait pas besoin de venir avec 3 lumières, un groupe électrogène pour alimenter la lumière, on chamboulait tout leur habitude de vie, et maintenant le cinéma rentrait, et les corps étaient cadrés par la caméra, et puis machin. Donc là, il disait, nous maintenant, on peut arriver chez les gens, et grosso modo, ils sont dans leur salon, nous on est là, ça les change un peu, mais on capte la vie comme, en tout cas, un peu plus proche qu'avant. Je pense que c'est ça qui permet son dispositif là aussi, c'est-à-dire que les corps ne sont pas gênés, cadrés par le cinéma où on ne doit pas bouger parce que sinon on est hors cadre, on ne doit pas faire comme ça parce que sinon machin... Oui, si un corps doit sortir du plan parce qu'il est en train de vivre autre chose, et ben en fait il va pouvoir le faire. Au pif, un enfant surexcité Quoi qui se lève de sa chaise, qui se rassoit sur sa chaise, qui est énervé. En fait, son dispositif de caméra, ses plans permettent d'accueillir ça, permettent d'accueillir un corps qui rentre, qui sort. Je pense aussi à la scène du caca à la fin dans le pique-nique. Je pense qu'il y a plein de gens qui passent devant la caméra. Je crois que c'est Clo-Clo qui tourne un peu autour du pique-nique et qui passe plusieurs fois comme ça devant la caméra. Et en fait, son dispositif permet d'accueillir ces perturbations-là. Son cinéma est pensé pour accueillir le réel. Et donc, ce que certains trouveraient comme un défaut fondamental du film, pour moi, c'est la condition même d'existence de ce cinéma-là. Et c'est aussi, je pense, une conception qui est totalement différente du cinéma qu'un Denis Villeneuve ou que beaucoup d'autres cinéastes. C'est-à-dire que presque le réel avant tout. Et le réel, pour que le réel apparaisse, il faut lui donner une place, il faut le laisser accueillir. Et que si ton dispositif cinématographique est trop lourd, tu peux pas le laisser rentrer. Oui, c'est comme si, pour jouer un peu sur les mots en une phrase de ce que tu as dit, c'est qu'elle ne mettait pas un cadre, mais utilisait la caméra comme une lucarne finalement, sur quelque chose. Parce qu'un cadre, ça viendrait contraindre. Tu vois ce que je veux dire ? Mais je pense qu'il y a quand même une idée de contrainte. Je veux dire, il y a quand même cette idée, tu vois, on est au pique-nique, la caméra, elle est là, on va jouer devant la caméra.
on n'est pas dans du documentaire où c'est vraiment le documentariste qui doit s'adapter à ce qui se passe devant lui, et puis il doit surtout pas déranger ce qui se passe, en tout cas le moins possible. Bon, après, il y a plusieurs philosophies de documentaire, mais ne pas déranger, s'adapter, se déplacer, pas faire trop de bruit, pas être un peu discret. Là, je pense qu'on n'est pas à ce niveau-là, tu vois, on est quand même le cadre, il est comme ça, on se met devant, on va évoluer dans cet espace qui est là, mais on va se donner de la liberté, on va se donner du champ. Ouais. En tout cas, ce qu'on peut dire aussi, peut-être pour terminer sur ces enfants et après passer sur les adultes, c'est que ce qu'elles montrent très très bien dans leur corps, leur façon d'être et de parler, c'est que c'est pas du tout la même manière d'être au monde, d'être en rapport avec les autres selon l'âge que tu as, ce qui paraît évident. Mais en vrai, il y a beaucoup de films dans lesquels les enfants sont un peu des accessoires dans le plan et en fait, on les fait à peu près se comporter de la même manière, peu importe l'âge, ou alors de manière très clicheteuse. Alors que là, vraiment, t'as un peu la petite tornade et l'ado et c'est pas du tout la même existence dans le plan, quoi. Ouais, ça va être des adultes avec plus de défauts. Ça va être des adultes qui se fatiguent un peu ou un peu plus bêtes. Ou voilà. Alors que là, il y a vraiment... c'est ça, c'est un enfant. Et je pense qu'on parle beaucoup de nouveau d'adultisme en ce moment, de le rapport de domination d'adultes sur les enfants. Attention, où est-ce que j'en viens avec ça ? Et je pense de nouveau pas volontairement, parce que ce qu'elle fait, c'est documenter. Mais je pense qu'un des gestes les plus anti-adultistes qu'on peut faire, c'est de montrer que les enfants ont une existence matérielle propre dans un groupe, dans une vie, et en fait, c'est ce qu'elle fait avec ces deux personnages. Ces enfants sont des personnages à part entière, c'est pas juste un enfant d'un adulte qui est là pour jouer le rôle d'un enfant. Raoul, il existe. En tant qu'enfant. En tant que personne. Oui, on veut pas qu'il soit plus que ce qu'il est. Et on va respecter même dans le film ce qu'il est, c'est-à-dire un enfant c'est chiant. Bah, ça peut être chiant. Ça fait caca. Moi, il m'a fait trop rire. Tous les plans où il y a Raoul, j'explose de rire. Oui, c'est vrai, je la confirme. Et ça me fait penser aussi à... Le mec saoulé. Tu rigolais beaucoup pendant le film quand même, hein. Non, pas du tout, je pensais à autre chose en même temps. Et parce que ça me fait en fait penser à quelque chose, c'est aussi c'est la sincérité en fait du film. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'elle n'hésite pas à montrer les aspects... les plus brutaux, c'est trop puissant, brutaux, mais les moments où les parents sont excédés, les moments où peut-être qu'elle n'est pas la mère qu'elle rêverait d'être, le moment où elle enferme par exemple Raoul dans la salle de bain parce qu'elle en peut plus, que sa fille elle en peut plus aussi, alors que du coup ça s'empile et que Jean-Phi il est en train de dormir il n'est pas là et que Et tu vois, qui n'est pas forcément le geste que tu as envie de retenir en tant que parent, le moment où tu as enfermé ton fils dans la salle de bain parce que tu n'en pouvais plus. Ou alors les moments où Jean-Phi, il est « Attention, si tu continues comme ça va vraiment mal se passer !» Qui est une espèce de le moment où le parent menace, qui est le moment en fait, où le parent cède. En fait. C'est le moment où le parent échoue, en quelque sorte, dans son éducation, parce qu'il est obligé de passer par la menace. En tout cas, c'est comme ça, dans l'imaginaire commun, c'est comme ça que c'est représenté. Et le film est assez souvent sur cette tonalité-là. Il nous montre vraiment. Et ça, j'ai trouvé ça aussi très, très intéressant, aussi dans l'adultisme, parce qu'il y a vraiment une forme de sincérité. Des fois, les parents, ils font n'importe quoi. Ils font pas ce qu'il faudrait faire. Et des fois, les enfants, ils sont aussi beaucoup trop pour des parents qui sont au bout du rouleau. Oui, ça nous permet du coup peut-être de passer sur le personnage de Sophie Le Tourneur, qui est en fait quelque chose qu'elle fait souvent, et d'ailleurs de manière parfois un peu exacerbée, où en fait elle se présente jamais comme quelqu'un, enfin c'est pas un personnage rempli de... Enfin c'est pas un personnage de, je sais pas, Sex and the City, Sophie Le Tourneur, c'est pas la meuf remplie de qualités, ultra parfaite et tout, elle se met toujours au niveau de ce qu'elle est, du réel, elle se prétend pas meilleure mère que les gens dans son film, de même qu'elle se prétendait pas une meilleure épouse que la plupart des autres gens, épouse compagne d'ailleurs, on ne sait pas si elle est mariée avec Philippe Catherine. Oui, ou une meilleure amie dans La Vie Orange. Oui, c'est ça, dans Les Coquillettes, où je pense des fois elle dit même à ses potes, mais en fait tu me fais chier, c'est chiant, j'ai pas envie de t'écouter. Et d'ailleurs elle fait chier à tout le monde dans Les Coquillettes avec son histoire de Louis Garrel qu'elle raconte en boucle. Mais en tout cas, donc c'est quelque chose qu'elle fait assez systématiquement, et effectivement là, elle se prétend pas meilleure mère que tout le monde. D'ailleurs, il y a plusieurs fois dans le film où on la voit dépassée et en train de pleurer. Il y a plusieurs moments où d'ailleurs elle paraît un peu égoïste.
mais en fait c'est ok parce que tu comprends contextuellement et même c'est toujours ok d'être égoïste ou notamment elle trouve que sa fille est injuste avec elle et du coup elle est fâchée contre sa fille et moi j'avoue avoir pas souvent vu ça, une mère fâchée contre sa fille et qui dit mais ça me blesse, c'est pas gentil, elle est pas juste avec moi en fait, j'en ai marre. Et moi ce que je trouve intéressant c'est que généralement le personnage de Sophie, mais je pense, moi je te coupe parce que ça me fait penser, mais je pense que c'est parce que en tant qu'enfant, justement, elle le dit pas devant sa fille, elle le dit à Jean-Phi quand sa fille est plus là. Donc je pense qu'en fait, en tant qu'enfant, c'est peut-être des choses que nos parents ont dit, mais pas devant nous. Ouais, qu'on n'a pas vu. C'est possible. Et là, on y a accès en tant qu'ancien enfant. Et on fait, c'est donc ça l'envers du décor. Ouais, je pense qu'il y a de ça aussi. Mais ce que je trouve aussi intéressant dans la continuité de ce personnage qu'elle s'est créé, parce que ça, peut-être un jour, il faudrait juste faire une analyse sur ça quand même, cette auto-personnage de Sophie Le Tourneur qui se poursuit de film en film, et d'ailleurs quand c'est pas joué par elle, c'est quand même assez explicitement elle dans les films. Et, je pense ça énorme quand tu dis ça. Je pensais aussi à Gabi Babydoll et à La Vie Orange, en fait les 3 films où il n'y a pas elle. Mais bref, ce que je voulais dire, c'était que généralement c'est un personnage qui est plutôt lent, qui est plutôt affalé. François Bégodeau disait une forme de burlesque qu'elle a créée elle-même, avec un corps qui, au lieu d'être nerveux et qui bouge partout, est un corps plutôt apathique. Pas totalement apathique, mais qui est plutôt souvent immobilisé. Et là qu'on découvre un peu complexé. Voilà, là qu'on découvre un peu complexé. Et ce que je voulais venir dire, c'était que dans ce film, ce qui était intéressant, c'est que ce corps, il est mis à mal par le fait qu'elle est entourée de 2 êtres qui sont très nerveux en termes de corps, qui bougent tout le temps, qui demandent tout le temps de l'attention, de courir, de faire. Et en fait, du coup, ce corps lent commence à bouger et à courir, mais garde un peu ses composantes propres et sa façon d'être. Et je trouvais ça intéressant de venir confronter son personnage à plus de... Je sais pas si c'est plus de vitalité, c'est le bon mot, mais en tout cas une autre énergie. Ouais, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, notamment, il y a des scènes où on la voit courir derrière les enfants pour aller dans l'eau. Et je pense pas l'avoir vue souvent courir dans les films Sophie Le Tourneur. Je me rappelle. Je réfléchis. Pas, c'est moi qui me suis refait toute sa filmographie. Mais du coup, c'est intéressant de faire bouger autrement ce corps parce qu'il se trouve avec d'autres corps qui ont d'autres rythmiques finalement. Il y a la scène de la randonnée dans Voyage en Italie où elle court pas, mais il y a quand même une mise en mouvement c'est vrai. sportive. Mais d'ailleurs, qui fait pas du bien à son corps parce qu'elle a peur et on doit l'accompagner jusqu'en bas, jusqu'à ce qu'après elle soit vexée et le corps remonte tout seul tout en haut parce qu'elle se vexe contre son mari. Mais est-ce qu'il y a encore une preuve qu'elle se montre aussi dans des aspects peut-être moins glorieux ou moins égoïstes, égo-trip, j'ai pas le terme. En tout cas, ce que je voulais dire que je trouve intéressant, surtout si on reprend la notion de burlesque, parce que les corps dans le burlesque, c'était des corps qui venaient rencontrer, confronter, s'adapter à leur environnement. Genre, classiquement, on présente Charlie Chaplin là dans Les temps modernes qui glisse entre les machines. C'était vraiment des corps qui venaient composer avec ça. Et là, du coup, l'environnement, c'est les enfants qui courent partout. Et le corps de Sophie Le Tourneur doit composer avec ça, doit se créer une autre rythmique. Mais le corps est encore assez partout parce que c'est aussi ce qui incarne l'émotion, j'ai l'impression, dans le film, à plusieurs moments. Il y a le moment où elle est énervée, du coup elle va se baigner toute seule. Il y a une espèce de solitude, on la voit poser ses lunettes. Il y a vraiment aussi, qu'est-ce que c'est un corps énervé ? Qu'est-ce que c'est Sophie Le Tourneur énervée ? C'est ça. Il y a le moment où Jean-Phi il marche tout seul pendant assez longtemps, 1 ou 2 minutes. On comprend pas trop pourquoi. Mais on sent qu'il y a une émotion qui se passe à l'intérieur. Oui, qu'on reviendra sur le perso de Jean-Phi, parce que c'est intéressant. Voilà, il y a ça, il y a le moment où on comprend pas trop pourquoi elle est énervée par Jean-Phi dans la voiture, et puis elle sort et elle va derrière. Donc il y a un déplacement du corps. Voilà, ça c'est... Sophie Le Tourneur énervée contre Jean-Phi, c'est ça. C'est elle qui se déplace et qui se met derrière. Donc il y a aussi, je pense, ce truc-là, quoi. Le corps incarne l'émotion, en tout cas le corps dit beaucoup sur ce qui se passe à l'intérieur de lui. Oui, puis comme tu dis, d'ailleurs, il y a ce truc tout bête où on découvre qu'elle a donc des complexes, où en fait il y a plusieurs plans sur des fesses de filles à la plage, et en fait à chaque fois quasiment le plan d'après c'est Sophie en train de regarder dans ce qui doit être la direction de ses corps, et même après on la voit acheter un maillot de bain similaire à celui qu'elle regardait. Non, on la voit dire il est beau ce maillot de bain, et le plan d'après elle est dans l'eau et elle dit il est trop petit ce maillot de bain, il me rentre dans le cul. Oui, et j'ai trouvé ça fabuleux parce que je l'ai juste vu en maillot de bain un peu différent de ce qu'elle avait depuis le début, puis je dis elle s'est acheté un maillot de bain parce qu'elle complexait. Et tu te fais tout de suite le lien, quoi. C'est hyper bien fait. Alors que c'est jamais dit, c'est juste montré avec des regards et un corps et un maillot de bain qui change, quoi. Ouais. Donc, encore une fois, une incarnation par le corps de ce complexe-là. Comment on montre qu'elle est complexée ? Elle met des habits qui ne lui vont pas. C'est vrai.
Absolument. Donc ça, c'était Sophie. Est-ce qu'on passe sur Jean-Phi ? Ouais. Donc Jean-Phi... Philippe Catherine, avec une barbe. Oui, différence avec Voyage en Italie. Différence notable. Tu as dit qu'il va beaucoup mieux. Ouais, ça lui va très bien. Ça lui va très bien. Donc Jean-Phi, qui est lui aussi a un corps assez apathique, qu'il était aussi dans Voyage en Italie. Et lui, contrairement à Sophie le tourneur, qui du coup va plutôt s'adapter ou essayer de suivre la vitalité des enfants, lui, on dirait plutôt que ça va le neutraliser. Il y a vraiment beaucoup de scènes où il bouge pas, où il dort, où il fait... Enfin, oui, c'est ça, où il est neutre, quoi, avec son corps. Donc c'est comme si ça avait un peu l'effet inverse. Mais en fait, ça montre très clairement le déséquilibre, en fait, dans leur relation par rapport à qui fait quoi. Parce que lui, il s'occupe pas des enfants. Il s'occupe des enfants, il s'occupe de Raoul à plusieurs moments, quand il est trop quand Sophie lui demande. Oui, aussi. Non, je veux dire, par exemple, il y a la scène au restaurant où Raoul demande des bonbons et il est insupportable. C'est Philippe Catherine qui s'occupe de lui à ce moment-là, par exemple. Donc il n'est pas non plus à jamais s'occuper des enfants. Effectivement, la plupart du temps, c'est quand elle lui demande. Et... Elle n'arrête pas de dire qu'elle est épuisée, et puis c'est lui qui dort. Il y a le moment où le seul plan, ou à peu près le plan le plus long avec un personnage seul, c'est lui qui l'a. Parce que c'est le moment où il marche, effectivement, comme ça dans la rue. Oui, donc pour resituer, c'est une scène où il doit aller parquer la voiture pendant qu'ils sont en train d'être dans un petit magasin de souvenirs de vacances. Et il va la parquer, et ensuite il va marcher dans la rue jusqu'à les rejoindre. Et c'est un plan qui dure quand même assez longtemps. Et c'est juste lui qui marche dans la rue sur une petite musique. Mais c'est lui qui l'a, le moment de solitude. Dans le film, c'est lui qui l'a. Donc, à un moment donné, il part tout seul aussi, se promener. Donc, il est vraiment assez déconnecté de cette famille. On sent que sa place, elle n'est pas encore tout à fait... il l'a pas trouvée encore tout à fait. D'ailleurs, c'est même très explicité dans cette scène de sieste, où il y a Sophie, Clo-Clo et Raoul dans un lit. Et Jean-Phi dit, il y a une petite place pour moi. Vous me faites une petite place. Et ce qui est un peu marrant, c'est que c'est pas, on pourrait s'attendre à ce que ce soit Clo-Clo qui dise casse-toi, mais c'est Raoul qui lui montre un matelas loin et il fait tu vas là maintenant, tu vas là. Et du coup il est éjecté du matelas et il va se coucher autre part alors que les trois autres sont sur un lit. Après, Clo-Clo tu dis tout quoi. Ne voulait pas qu'il aille sur le lit non plus. Non, c'est vrai, mais c'est quand même son fils qui lui montre. Enfin, mais je trouve que quand même juste avec cette scène là, je pense que les places dans la famille sont montrées très clairement dans l'image quoi. Mais surtout, moi, ce que ça a montré, c'est qu'effectivement, il n'est pas au niveau, en tout cas, de ce qu'il pourrait faire en tant que père pour s'occuper de ses enfants. En tout cas, c'est ce qui est montré dans le film, c'est qu'il ne fait pas assez et qu'il en laisse beaucoup à sa femme. Oui, et d'ailleurs, si on regarde les plans où on voit quelqu'un chargé de sacs en train de galérer, c'est Sophie et c'est pas Jean-Phi. Donc Jean-Phi qui se fait donc qui a cette réaction, on peut dire opposée de Sophie. Et est-ce qu'on a d'autres choses à dire sur Jean-Phi ? Non, moi je l'aime toujours bien le regarder, il me fait marrer, il est toujours... elle capte le corps de Philippe Catherine, elle en fait toujours un truc assez formidable. C'est quelqu'un qui vit, quoi. Je veux dire, c'est un corps qui vit. Ouais, non. Jean-Phi qui fait peut-être un dernier truc, un truc un peu marrant aussi, c'est que, de nouveau, Sophie le tourneur, elle place toujours des trucs dans ses films. Et comment dire, ça existe à l'image, et c'est un peu opaque de qu'est-ce que c'est, et à toi de décider de ce que tu comprends ou ce que tu reçois. Et notamment, le fait que on a l'impression que dans le film, Jean-Phi fume en n'ayant pas trop le droit de fumer, ou en le cachant en tout cas à sa famille, parce qu'il y a plusieurs fois, notamment la toute première fois où ça arrive, il dit un peu « je me suis arrêté, je sais pas trop pourquoi », quand il raconte son trajet pour les rejoindre, et en fait on le voit fumer une cigarette. Et après, sur le bateau qu'ils prennent pour aller jusqu'en Sardaigne, à un moment donné, il s'éloigne, il se cache un peu des gens, pour essayer de fumer, notamment parce qu'il y a une question de vent sur le bateau qui empêche d'allumer la cigarette, mais aussi on le voit un peu regarder sa famille qui arrive au loin et il se cache quand même pour essayer de fumer. Et après, j'ai bien repéré ça, tu remarqueras que j'ai porté une attention très particulière à l'obsession pour la cigarette de Philippe Catherine. À un moment donné, il y a Clo-Clo qui se fait piquer par une guêpe. Et elle revient en courant parce qu'elle était dans le jardin, elle revient sur la terrasse et il y a l'hôte qui les accueille dans la maison de vacances qui dit « Ah bah il faut un briquet ». Et Jean-Phi fait un peu non, on dirait qu'il veut dire et après que en fait il veut pas trop dire parce que de dire ce serait de révéler qu'il fume. Et je trouvais ça aussi tu vois, ça dit beaucoup sur un peu
comment dire ça, le rapport la place que tu as dans la famille et le fait d'être un père et les idéaux que tu es censé avoir quand tu es un père et peut-être t'es pas censé fumer ou peut-être que c'est quelque chose qu'ils en ont discuté et le fait que tu dois faire des petites cachotteries et enfin c'est montré avec rien quoi. Est-ce qu'il fumait dans Voyage en Italie ? Je crois pas l'avoir vu fumer dans Voyage en Italie. Peut-être qu'il commence à fumer à cause des enfants même, c'est quelque chose qu'on peut se poser. Mais oui, j'avais pas fait attention, mais bien vu. Ouais, moi je traque. Mais en fait, c'est ça, c'est ça qui est assez phénoménal dans ces films-là, c'est que tu les regardes comme des docus, en fait, presque parce que tu trouves des indices sur le réel. Comme moi, ce qui m'avait fasciné dans la deuxième fois que j'ai vu Voyage en Italie, c'était les regards, en fait, quand tu comprends tout, en fait, qui se passe en un regard entre ces deux personnes. Et je pense que c'est des films qui se font, comme elle le dit, ça se fait énormément au montage, c'est dans l'agencement, et ça me fait retomber sur un peu cette question de pourquoi on parle de l'Aventura, et c'est quoi son lien avec le documentaire. Et ce geste que je disais, parole, matière, parole... je sais plus ce que je disais, matière, parole, matière. Mais en fait, le cinéma, c'est principalement un art d'agencement. C'est faire des choix. Un scénario, en tout premier lieu, c'est choisir les moments que tu vas montrer par les vides et les pleins, dessiner une histoire. Le cinéma documentaire, c'est la même chose, c'est une sélection à partir de la matière que tu as captée pour ensuite en créer un objet cohérent qui serait un long métrage. Et donc le cinéma, c'est toute une sorte de choix. Tu as des choix scénaristiques, des choix au montage, des choix d'acteurs, et c'est toujours une sélection où tu ajoutes et tu enlèves. Et en fait, dans ce truc-là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle pourrait faire un documentaire. A priori, il y a l'air d'avoir la matière suffisante, à la fois sonore, à la fois visuelle, de vidéo, de photos. Ça ferait sans doute quelque chose d'assez expérimental, mais ça serait tout à fait possible, je pense, de faire 1 heure, 1 heure et demie de film de vacances de Sophie Le Tourneur, et ça serait sans doute en plus très intéressant, et ça serait très bien fait. Mais c'est pas ça qu'elle fait. Elle en fait un film de fiction. Donc elle a besoin de repasser en fait par un processus de sélection qui est un processus de fictionnalisation. C'est-à-dire que j'ai pas encore tout à fait formé cette pensée, mais il y a vraiment cette idée qu'il faut choisir dans le réel, dans ce qui s'est passé, des éléments pour former ensuite un tout cohérent. Donc il y a vraiment cette idée de sélection à partir du réel pour ensuite redonner la matérialité du réel. Et ça, c'est quand même un geste qui est tout à fait intéressant et assez, je pense, unique dans l'histoire du cinéma contemporain. Oui, et moi, en fait, je pense que parce que sa volonté, je pense que c'est plus que de restituer le réel, c'est de restituer le réel tel qu'il est vécu. Et en fait, tel qu'il est vécu, ça veut pas dire tel qu'il est capté sur le moment. Ça veut dire qu'il va falloir le bidouiller pour pouvoir arriver à ce ressenti du réel qu'elle a. François Bégodeau, il en parle en prenant l'exemple du ventre dans Énorme, parce qu'à un moment, le personnage interprété par Marina Foïs a un ventre qui grossit de manière totalement irréelle, totalement fantastique, et dit parce que là, en fait, ce qu'elle est en train de faire, Sophie Le Tourneur, c'est qu'elle est en train de restituer l'impression qu'elle a eue quand elle était en train d'avoir un enfant. C'était d'avoir cet énorme ventre. C'est énorme, cette grossesse. C'est ce machin énorme que tu te trimbales partout. Et donc, c'est ça qu'elle veut faire. Donc, pour moi, si elle faisait un documentaire, elle serait pas dans ce tel qu'il est vécu. Oui, et puis c'est son argument, d'ailleurs, pour parler de l'entrave à l'IVG qui est montrée dans Énorme. Il dit, pour lui, cette ligne scénaristique-là, c'est parce que tu m'as montré l'extrait, c'est de dire que c'est une incarnation, en fait, de la dépossession de son corps. C'est qu'au moment où elle est enceinte, elle a l'impression que son corps ne l'appartient plus. Et la façon de l'incarner dans le film, c'est que ça passe par le fait que c'est son mari qui l'a fait tomber enceinte contre son gré. Donc oui, moi, comme tu l'as dit, ça a illuminé tout de suite, c'est vrai que son cinéma, il y a vraiment cette idée, effectivement, du réel vécu. Et alors, c'est pour ça qu'on passerait peut-être par la parole, parce que retranscrire ce qu'on a vécu par la parole, c'est déjà une sélection en soi. Et puis c'est peut-être pour ça qu'on passe aussi par l'amnésie à ce point dans le film et les allers-retours, parce que se rappeler des vacances, se rappeler du réel, c'est un exercice en soi, c'est l'exercice du cinéma, mais c'est aussi un exercice en soi, et c'est un exercice qu'ici on vit en famille, et qui est en soi un moment familial, où les gens peuvent opposer leur vision du réel. Ah, mais moi, je me rappelle de ce truc-là très précis, que tous les autres ont oublié, qui, moi, m'a marqué, comme le truc du caca. Ah, bah, il a marché, voilà, dans la merde, et oui. C'est ce truc-là. En réfléchissant, j'avais noté un truc, c'est qu'elle fait beaucoup plus d'inserts
dans ce film-là. Vraiment, elle va porter attention parfois à des choses très précises, mais aussi elle fait des inserts scénaristiques. Par exemple, le truc de la couette. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Ouais. À un moment donné, elle peut-être, dit... moi je vois, mais peut-être Oui, des mais, gens qui nous écoutent ne voient pas ce que c'est. J'allais expliquer. Où en fait, Jean-Phi arrive avec la voiture et puis il a pris une couette. Et il dit mais pourquoi t'as pris cette couette là? Et puis elle est énervée du fait qu'il ait pris une couette qui prend un peu de place dans le coffre et qui l'empêche de ranger comme il faut les bagages. Et vraiment ce truc là de couette qui a aucune importance scénaristique, on s'en fout, on la voit jamais en plus. Il n'y a pas grand chose qui a une importance scénaristique, je veux dire, de toute façon. on donne beaucoup d'importance dans le scénario, dans le plan, à ce truc là qui n'en a pas. Et il y a plein de trucs comme ça. À un moment donné, elle jouait un ballon avec une raquette attachée. Je sais pas si tu vois ce que c'est, là, le ballon gonflable. Et je me suis dit, moi j'avais ça quand j'étais gamin. Et le fait que ça soit dans le plan, il y a vraiment ce truc de hop, je vais le mettre. Et je pense qu'il y a aussi ce truc d'insert de je vais prendre des petits bouts qui sont effectivement hyper importants. Parce que cette couette-là, si c'est un truc qu'elle a pris de ses vraies vacances, ça l'a fait chier, je pense vraiment, fondamentalement. Ce truc de couette, elle s'est dit, mais je vais le mettre. Et on a tous un souvenir, quelque part, d'un truc qui nous a énervé pendant nos vacances, très précis, très nul, mais... Ce qu'elle dit, c'est tout en fait. C'est rien et c'est tout. Et d'ailleurs, je sais pas si tu te rappelles de comment ça se termine quand même, cette histoire de couette. Non. Ça se termine dans le train où elle est en train d'enregistrer avec sa fille et elle parle du fait qu'elles ont dormi je sais plus où un des derniers soirs et qu'elles ont utilisé la couette et puis Sophie elle fait finalement c'était quand même une bonne idée cette couette. Mais elle le dit pas à Jean-Phi, elle le dit à sa fille, un peu l'air de pas trop y toucher. Voilà, que je trouve un chouette détail. Mais je suis totalement d'accord. Pour moi, ce qu'elle fait, c'est plus que saisir aussi le réel tel que vécu, c'est de saisir la puissance du rien du réel, quoi. Ces petits trucs qui nous marquent. Moi, quand t'as parlé de ça, je me suis rappelé une scène où Raoul veut boire dans le Fanta de Clo-Clo et elle est trop fâchée qu'il boive et elle a pas du tout envie. Donc ses parents finissent par lui acheter un Fanta. Et elle fait, maman, tu vas m'en donner aussi parce que t'as bu dans le mien. Et j'étais, mais ça m'a réveillé mon enfance. C'est l'entièreté de mon enfance. Et c'est ces petits trucs, quoi, hyper précis et qui disent tout. Oui, mais ce qui me fascine chez elle, c'est sa passion pour le réel. Elle a vraiment ça se voit que ça la passionne, en fait, ces petits trucs-là, que c'est pas à la portée de n'importe qui, je pense vraiment, d'avoir cette attention-là aux petits trucs du réel. Ça, c'est vraiment un truc qui lui est propre et qu'elle infuse dans son cinéma et que je trouve ça exceptionnel. Je vais dire un truc hyper bateau. Tu me pardonneras. Mais moi, là, m'étant retapé toute sa filmographie, à chaque fois, je me dis quand même, quand tu vois les films de Sophie Le Tourneur, ça te donne envie d'être vivant. Et c'est pas en mode la vie est embellie, magnifique, plus belle, juste parce que tu vois que la vie, elle est pleine de machins, quoi. Et qu'il se passe des trucs tout le temps. Et je sais pas, moi, ça me réjouit de voir que cette vie, elle est pleine de matière et de trucs, et d'engueulades, et de bouffe, et enfin, moi, je trouve ça super à regarder. Et c'est encore de la spéculation, mais peut-être que ce truc d'enregistrement du réel, en fait, c'est peut-être un truc qu'elle a plaisir elle-même à faire, parce que c'est aussi se rappeler de trucs qu'on oublie. Parce que un corps humain, ça subit tellement de choses au quotidien, de sons, d'images, de sensations, d'émotions, de trucs qui rentrent, qui sortent de ton corps en continu, que tu peux pas te souvenir de tout. Et je pense que il y a peut-être ça aussi, le fait d'enregistrer, c'est de se rappeler, ah putain, c'est vrai que on parle comme ça, on dit ça, c'est ça qui s'est passé. Et je pense qu'il y a peut-être aussi une passion réelle à redécouvrir en fait ce petit moment-là que tu avais oublié, mais qu'elle va faire, ah ouais, ce truc-là, il faut le mettre dans le film parce que ça, c'est super. Oui, et qu'elle va faire à travers, autant comme tu dis la parole, mais aussi la matière et les petits objets du quotidien qui vont entourer ce moment-là. Je pense à un truc qui est pas du tout dans le film, mais qui va dans ton sens. L'autre jour, j'étais dans la voiture avec ma sœur et je lui ai rappelé le fait, je sais plus pourquoi, qu'on avait des albums d'autocollants. Quand on était jeunes, on s'était fait des classeurs et on s'échangeait des autocollants à la récré. Et elle avait totalement oublié ça. Et je pense que pendant 5 minutes, elle était en admiration, en mode « Waouh, mais j'avais oublié, il y a genre toute une part de l'enfance qui revient à travers juste des bêtes classeurs avec des feuilles plastiques dedans, quoi. Ouais. » Et c'est l'objet qui a permis de réactiver toute cette part de vécu, finalement. Ouais, ça c'est fantastique. Et ça me fait penser à un fantastique, on passe à la suite. Non, parce que ça me fait penser à un point, en fait, parce que je t'en ai parlé, c'est... Un truc qui m'a marqué de l'Aventura, mais qui est tout bête, c'est le générique du début. C'est que le générique du début de l'Aventura, c'est un fond bleu avec le générique, et puis le titre, et puis hop, on part. Alors que le générique de Voyage en Italie, c'est des images de gens en vacances, des inconnus, des amis à elle, on ne sait pas qui c'est. Et après, on part sur les vacances de Jean-Phi et Sophie.
Et à la fin, en plus du film, quand ils sont rentrés de vacances, ils sont à Paris, ils croisent des amis et puis ils parlent de leurs vacances. Ah, mais nous, on allait là, ah, bah, c'était super, il faudrait y aller, voilà. Et en fait, ce truc-là, je me suis dit, bah, il y a un peu... on part du dehors et on va venir vers le film. C'est-à-dire qu'avec ce générique-là, j'ai l'impression qu'elle nous dit un peu, bah, je vais un peu parler aussi de vos vacances. En tout cas, je vous invite à peut-être plaquer des trucs sur ce qu'on va vivre. Et il y a, je pense, une espèce de recherche pas d'universalité, mais en tout cas de vécu commun. De vécu commun des vacances, avec ces espèces de photos, de diaporamas photos au début du film. Donc on part du spectateur pour aller vers le film, et à la fin du film, on ressort. Bah voilà, maintenant, avec ces petites discussions fictionnelles, mais je vous rappelle qu'en fait, maintenant, je vous ai raconté mes vacances, en quelque sorte, racontez-moi les vôtres. C'est un peu bateau ce que je dis, mais c'est un peu ça l'idée, j'ai l'impression. Alors qu'avec l'Aventura, pas du tout. On part de ce fond bleu-là, le film, et à la fin, effectivement, on a la vidéo, l'extrait vidéo de ses propres vacances avec ses enfants. Et après, on a une image d'archive de ce qu'on suppose être ses vacances à elle quand elle était enfant avec sa mère. Et j'ai l'impression qu'on a vraiment un mouvement un peu... où avant, on était plus centripète, c'est-à-dire qu'on part vers centrifuge, on part du dehors et on va vers le film. Là, on est beaucoup plus centripète, où c'est le film, mon film à moi, ma vie de famille à moi, et peut-être qu'après, vous y trouverez des choses à l'intérieur. Mais j'ai un peu l'impression qu'entre les deux films, le mouvement a changé. Ouais, je suis d'accord, et ce qui va un peu dans ma théorie que c'est pas une trilogie faite comme dans les logiques commerciales, et que c'est une poursuite d'une envie artistique, et qu'elle fait totalement différemment. C'est vrai que là, elle fait le mouvement en sens inverse. Moi, je suis assez d'accord. Et pour répondre à ta question, moi, en tout cas, quand je l'ai vu, ça m'a rappelé plein de moments de vacances en famille que j'avais notamment oubliés. Donc je pense que le mouvement fonctionne assez bien. Mais je pense qu'il y a un truc presque un peu plus égoïste, mais je ne sais pas si c'est le bon terme, mais parce qu'elle sort du dehors, elle sort vers son propre passé à elle. Elle part, donc c'est d'autres vacances, mais d'autres vacances qu'elle a vécues, elle. Donc je pense qu'il y a avec ce petit truc à la fin à mes enfants que j'aime plus que tout, je pense qu'il y a vraiment un truc de je fais un film pour moi, pour mes enfants, pour ma famille. Et en plus, on la voit, la grand-mère qui est à la fin du film, elle est au début à l'appartement avec eux. Donc je pense qu'il y a vraiment un truc comme ça d'abord je fais ça pour moi, entre guillemets. Je fais ça pour mon vécu à moi. Je pense pas que c'est mauvais, tu vois, mais je pense que c'est vraiment cette dynamique-là que je retrouve dans le film, alors qu'effectivement, dans Voyage en Italie, j'avais plus ce truc de point commun des vacances à nous tous. Je vois ce que tu veux dire. Pour moi, quand même, ce truc que tu as dit de c'est mon vécu, c'est quand même quelque chose qu'elle fait depuis le début dans les films. Le pour moi... je vois ce que tu veux dire, mais dans ce cas-là, elle en ferait pas nécessairement un film grand public, sauf que un film diffusé au public. J'aurais plutôt tendance à dire que c'est de nouveau se mettre au diapason de ce qu'elle filme, et que peut-être qu'elle se dit que quand tu filmes avec des enfants, t'as pas le temps de te dire regardez, ça va vous parler, c'est général, t'es direct happé par le réel des enfants, par les préparatifs, et que c'est peut-être plutôt ça. Après, moi, c'est l'effet que ça produit, on sait pas trop les intentions derrière ces génériques finalement. Alors, on est beaucoup plus dans l'abstrait, mais il y a quand même cette idée de boucle, c'est-à-dire que le film il se termine il commence pas par la mère, mais il y a la mère qui est à Paris, revient à la fin, il y a quand même en plus cette idée de boucle, ce qu'elle a vécu avec sa mère, elle veut le retransmettre à ses enfants, de répétition aussi, parce que la parenté, c'est une histoire de répétition. La parentalité. La parentalité, c'est une histoire de répétition. C'est j'ai vécu quelque chose avec ma famille, on part en vacances parce que tout le monde part en vacances et que je suis parti en vacances, je vais le refaire, et puis on fait des cycles aussi comme ça. Donc je pense qu'il y a aussi cette recherche. Oui, de cycle, j'aime bien. Ouais. Ça me convainc plus encore comme take, cycle. En tout cas, il y a cette ouverture à la fin du film qui est très différente. En tout cas, c'est quelque chose qui m'a marqué tout de suite. Et puis t'as raison de te poser la question, puisque ça existe dans le film, donc matériellement, ça produit quelque chose de toute façon, quoi. Et à la fin, le générique, c'est eux qui chantent une chanson, l'Aventura. Donc Philippe Catherine et Sophie Le Tourneur. Ils rechantent une chanson qui existe déjà, donc il y a aussi cette de reprise qui est la même idée que d'appeler le film l'Aventura et d'enlever un V. Oui, absolument. Et pour gloser, et après je pense qu'on s'arrêtera, parce que si on finit par discuter en plus de la typo du générique, je pense qu'on termine jamais. Non, mais ce que je trouvais intéressant, c'est que la chanson qu'ils chantent, c'est quand même une chanson d'amour.
Les paroles, c'est quand même l'Aventura, c'est la vie que je mène avec toi, c'est passer chaque nuit dans tes bras. Oui, j'ai écouté cette chanson après. Qui est pas vraiment ce qu'on a vu de leur relation dans le film. En tout cas, pas explicitement. On n'a pas vu des gestes de tendresse, on les a pas vus dormir ensemble, on n'a pas vu ses mains qui se posent sur toi. Et du coup, je trouvais ça marrant. J'ai pas trop d'interprétation, mais j'étais c'est pas ce qu'on a vu, mais peut-être que... Dans Voyage en Italie, ils se réconciliaient autour d'une chanson aussi. C'était dans la scène des tunnels. Juste une mise au point. Ouais, c'était aussi un moment de tendresse. Peut-être que c'est un petit rappel. Oh, d'ailleurs, et c'est la dernière chose que je dis. Après, on va faire les recos. J'ai dit qu'il n'y avait pas de rappel au premier film dans le deuxième. J'ai menti, il y en a un, et on va découvrir à quel point je suis nerd des films de Sophie Le Tourneur. Il y a un moment donné, Jean-Phi, il se commande un sandwich au poisson, et il vient un peu faire chier à Sophie Le Tourneur en lui mettant le sandwich sous le nez. Elle fait un peu de poisson. Et en fait, dans Voyage en Italie, elle arrête pas de dire qu'elle aime pas le poisson. Voilà. C'est vrai. Oui, j'ai remarqué ça. Non, mais, oui, c'est bien vu, parce que quand tu l'as dit, je l'ai vu aussi. Ouais. Bravo. Merci. Bien vu. C'est pour ça que je fais des masterclass où je l'interview. Bon, est-ce qu'on passe au recours ? On en termine gentiment avec ce grand film qui est l'Aventura. Ouais. On conclut que c'est un grand film d'ailleurs. Je l'ai vu qu'une fois, donc pour l'instant... Les grands films, c'est au bout de 2 fois ? Non, mais tu vois, le Voyage en Italie, tu vois, je l'ai revu juste avant et je me suis repris une claque, quoi. Je me suis repris en pleine tronche. J'étais, ok, c'est de l'incroyable cinéma. Et celui-là, je l'ai vu qu'une fois. Donc, j'ai hâte de le revoir. Peut-être que la semaine prochaine, d'ailleurs, je le reverrai au vif. Cette semaine, du coup. Oh merde. Je le reverrai peut-être au vif, mais j'ai hâte de voir comment il va grandir, tu vois. Bah, moi, je l'ai vu 2 fois, alors je peux l'affirmer, c'est un grand film. Affirme-le, alors. Ok, bah on passe au reco ? On passe au reco. Bah moi, je suis en train de lire un recueil de textes qui s'appelle « Politiser l'enfance », qui est sorti aux éditions Burnout ou Out, je sais pas comment on dit. Burnout. En tout cas, Out comme le mois et pas comme le... Burnout. Oui, Burnout. C'est horrible. Et qui est donc un recueil qui propose des textes qui sont des essais, mais il y a aussi de la création littéraire et de la bande dessinée, de la domination adulte-enfant et du rapport qu'on a. Et voilà, c'est un sujet qui commence à être beaucoup abordé, mais dont les recherches sont relativement récentes. Et je trouve que c'est un bon ouvrage pour s'introduire à la question, en tout cas de ce que j'en ai lu pour le moment. Donc je recommande si vous voulez réfléchir à ce sujet finalement. Bravo. Merci. Moi, j'avais 2... Est-ce que j'ai le droit de faire 2 recos ? Oui, mais de toute façon, toi, tu fais toujours nimp avec tes recos. Des fois, ça dure 15 minutes. Des fois, t'en fais 3. Non, mais il y en a une, c'est une reco commune. Une recommune. Une recommune. Il y en a une, c'est une recommune. Une recommuniste. Oui, c'est pas... On communise les recommandations. Si vous avez été déçu par le dernier album de Taylor Swift, on a une reco pour vous. Ah, c'est ça la reco commune ? C'est la reco commune. Ah oui, je sais ce que c'est. Mais oui. Attends, il faut juste que je trouve le nom de l'artiste, parce que je connais le nom de l'album et pas l'artiste. C'est l'album Titanic Rising de Weyes Blood, qui est vraiment un super album de art pop. Moi, ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est ses influences plutôt pop rock années 60-70 qui sont en arrière-plan. Et la façon de chanter, on sort un peu l'obsession Lana Del Rey de Taylor Swift, pour un truc vachement plus... Oui, parce que c'est pas Taylor Swift. Non, c'est pas du tout Taylor Swift, c'est vraiment autre chose, c'est vraiment mieux. C'est quelqu'un qui est pas nazi. Oh, c'est pas moi qui ai dit. Elle peut m'attaquer en diffamation si elle veut. Et Come on, Taylor. Et chaque chanson est différente de celle d'avant, c'est de la super pop. Je sais pas ce que tu as à dire dessus. Je retiens cet argument pour écouter un album. Chaque chanson est différente de celle d'avant. Non, mais t'écoutes le dernier Taylor Swift, toutes les chansons se ressemblent, c'est l'enfer. Je vois ce que tu veux dire, mais c'était un peu rigolo. Là, ça tourne autour des mêmes idées, de la même voix et tout ça, mais t'as vraiment quelque chose de différent. Mais ouais, je suis pas du tout habilitée à faire des critiques ou recos musicales, mais je suis d'accord avec ce que tu as dit. C'est pour ça que je dis n'importe quoi. C'est bien, écoutez, ça plaira. Voilà, et la deuxième reco, c'est... le film d'Alanis Obomsawin, Kanasetake, 270 ans de résistance, qui est en ce moment disponible sur Tank, allez le voir, qui retrace en fait des événements qui se sont donc passés à Oka, aujourd'hui appelé Oka, lorsque la ville a commencé à agrandir un golf sur une pinède et un cimetière où des Mohawks étaient enterrés. Et la résistance qui s'en est suivie.
Et le film prend à partir de là, et c'est un film qui paraît assez classique dans sa forme, qui l'est tout à fait, en fait, du cinéma direct, avec de la voix off, qui paraît un peu trop classique, trop lent au début, mais petit à petit, il y a une espèce de rythme qui s'installe. Et en fait, c'est un film qui est d'une puissance, vraiment, j'ai trouvé ça assez très très fort sur la façon dont l'État canadien, en fait, arrive à mobiliser, quand il le faut, des axiomes fascistes pour préserver des intérêts privés. Et en fait, il y a un moment donné, on voit, elle filme très très bien comment les processus coloniaux au Canada ne sont pas terminés. Et comment ils se mettent en place, et comment petit à petit l'armée en fait arrive, et comment étape par étape, digue après digue qui saute, événement après événement, le fascisme se met en place. Sur quelques kilomètres carrés au Canada, il y a un état fasciste qui se crée presque en fait. Et au bout d'un moment, en fait, ça se termine. L'armée déchaîne sa violence, ça se termine, et on reprend entre guillemets la vie normale. On a écrasé la résistance. Et elle va continuer, et l'État canadien reprend son bon droit. Et on voit toute la rhétorique qui est mise en place sur la sécurité, sur non mais on fait ça pour vous, on fait ça pour assurer la sécurité de tout le monde. Oui, c'est pour la sécurité qu'on met des chars partout et des barbelés, vous inquiétez pas, on va pas du tout vous péter la gueule, il n'y a pas de problème. Et voilà, je trouve qu'un film très triste, très violent, mais qui montre beaucoup de choses sur l'intrication entre le capitalisme et le colonialisme encore aujourd'hui. Bah, merci pour cette reco. T'es presque pas parti dans une critique du film. Presque. Presque pas. Mais il faut donner envie. Il faut donner envie. Mais tu donnes. Toi, tu es quelqu'un qui donne comme ça. Tu donnes de la matière. Bon, et ben, on termine cette critique et puis on se revoit bientôt. On a plein de super épisodes qui se prévoient. Si tout se passe bien, ça va être fou. Si tout se passe bien, ça va être fou. Si tout se passe pas bien, ce sera moins fou. Ouais, foireux. Mais on préfère le fou alors. Ouais. Allez, salut. Au revoir.